Vous qui nous suivez actuellement, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information de ce dimanche 26 juillet 2020. Un seul titre de votre journal. Cérémonie de donation ce samedi 25 juillet de l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme à hauteur de 7 millions de francs CFA. L'événement s'est tenu à Baguineda, à suivre dès le début de cette édition. Une fois de plus, soyez les bienvenus en direct sur Cheriflat TV. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Le centre football FAOP de Baguineda a abrité une importante cérémonie de donation le samedi 25 juillet en présence des bénéficiaires, notamment les pratiquants des arts martiaux, orphelins et les pionniers. Elle s'inscrit dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 financée par l'AMPJF, l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme à hauteur de 7 millions de francs CFA. Regardons. Cette cérémonie de donation initiée par l'AMPJF, l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme, s'inscrit en droite ligne de la volonté des autorités sanitaires d'éradiquer la maladie à coronavirus dans notre pays. La présidente de l'association, comme l'on appelle affectueusement la maman nationale, s'est réjouie de l'avancée notoire dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 où notre pays n'a enregistré aucun cas de coronavirus à la date du 23, 24 et 25 juillet dernier. Une façon pour elle de magnifier sa générosité envers certaines localités comme Komantou et Baguineda en distribuant gratuitement des produits composés des savons en liquide, des habits entre autres pour une valeur de 7 millions de francs CFA. La cérémonie qui nous a réunis ce matin est une cérémonie de donation des produits pour la lutte contre le coronavirus. Je sais qu'aujourd'hui, depuis 2 jours, nous sommes à 0 cas. Je félicite beaucoup les autorités sanitaires de mon pays. J'en suis fière. Je félicite le peuple malien d'avoir accepté d'adopter ces mesures-là. Mais cela n'est pas suffisant pour moi. Nous devrons continuer à se battre, mettre une barrière pour que cette maladie ne revienne plus. Nous sommes avec les enfants venus d'un peu partout. Tout ce monde que vous avez vu, c'est des entraîneurs qui sont venus de Koumantoum, de Zebala derrière Kouchala, de Karankasso, de Kati, de Kouloukani, etc. Ils sont venus d'un peu partout, les pionniers, les karatékas, etc. En fait, l'AMPGF même est un ensemble, est un tout d'encadrement des jeunes filles et des jeunes garçons. La valeur de la donation est égale à 7 millions. 7 millions de francs CFA. Tout ce qu'on a donné, et on a donné autre chose et on va continuer à donner encore jusqu'à la fin. Nous avons été appuyés par Global Fund for Women. Ému par cet acte de générosité de la présidente de l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme, la directrice de l'orphelinat de Baguineda a remercié Mme Souadou Diabaté avant de solliciter l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, en l'occurrence le gouvernement du Mali, pour son orphelinat qui manque d'appui financier. Je suis très contente, vraiment. Je salue Mme Diabaté, Souadou Diabaté, concernant la donation qu'elle nous a remise. Vraiment, on est très très contents. Je suis orphelin de père et de mère. Moi, ma maman, elle est décédée depuis... En ce moment, j'avais 6 ans. Mon père aussi. Il y avait 1 mois intervalle entre leur décès, entre ma maman et mon père. Bon, je suis adoptée difficilement. Je salue aujourd'hui la maman de Salif Sanogo, le journaliste Salif Sanogo, de l'ORATEM, le directeur. Sa maman, elle s'appelle Kadi Djara. Elle est décédée aujourd'hui. Elle m'a fait tout dans la vie. C'est elle qui m'a adoptée. Vraiment, je ne peux pas oublier. Ta fille, Mariam Sanogo, et Binta Sanogo,
je salue aussi. Ces actions de bienfaisance de l'association demeurent une habitude chaque année de venir en aide aux élèves de la maternelle, aux réfugiés et aux jeunes filles et mamans. Ce centre s'appelle le Centre Football for Hope. Le Football for Hope est un mouvement créé par la FIFA et ce centre est un héritage de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La FIFA a donné 20 centres en Afrique, 5 en Afrique du Sud et 15 pour les autres pays. Nous avons ouvert ces centres-là en 2010, le 4 décembre 2010. Nous avons 10 ans sur le terrain. Le centre a 10 ans maintenant. Mais nous faisons assez d'activités. Comme le monsieur est en train de le dire, chaque fois il le redit, c'est l'entrepreneuriat social. Ça veut dire que l'être humain est au milieu de tout ce dont nous faisons. Le bien communautaire prime sur le bien individuel. L'apprentissage et l'orientation professionnelle sont notre tremplin. Et notre méthodologie pour atteindre cela, c'est l'approche adolescente qui est une approche qui fait de nos cibles des filles les principales actrices de leur propre développement. Il y a assez d'ateliers d'apprentissage ici. En fait, le centre répond aux besoins de la vie de la jeune fille et de la femme. On a 78 équipes de filles et autant d'équipes de garçons aussi. L'association malienne pour la promotion de la jeune fille et la femme a pour objectif de soutenir les orphelinats et les jardins d'enfants à travers le soutien de ses partenaires. Elle existe depuis 1992 et présente partout au Mali. Voilà, nous étions à Baguineda, retour ici à Bamako, afin de récomposer le travail bien fait des hommes et des femmes. L'association des jeunes premiers du Mali, AJPM, s'est fixé comme mission de décerner des trophées aux plus méritants de notre pays. C'est dans cette optique que M. Baba Sanou a reçu sa distinction. C'était samedi 25 juillet au Palais de la Culture, Amadou Ampateba de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. Mamadou Ben Cherif Soumano et Ibrahim Traoré. Ibrahim Koulibaly nous en dit plus. Au dire des responsables de l'association des jeunes premiers du Mali, M. Baba Sanou a été choisi pour son patriotisme et ses bienfaits à l'endroit de sa communauté, particulièrement les habitants de la commune 6 du district de Bamako. Baba Sanou, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la commune 6. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Si on prend celui qui a été la personne qui a posé la première pierre du cité des enfants de Niamakoro. Il a été aussi l'homme qui a posé la première pierre du 26 mars, qui est là actuellement. Avant les vieilles personnes de la commune 6 partaient en ville pour aller pour les problèmes de l'INPS. Donc Baba Sanou a créé l'INPS en commune 6 aussi. Donc quand tu prends ces quelques exemples-là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui mérite plus que ça. Bon, je suis vraiment très satisfait. Et je crois que c'est une chance pour moi de participer à la remise des prix de mes aînés. Un homme comme Baba Sanou, bon, je le trouve vraiment très sympa, modeste. Et à travers ses témoignages et ses parcours, je crois qu'il mérite la confiance de sa population. Donc il mérite notre confiance. Et je l'apprécie d'être un exemple pour nous. C'est cadet. Je suis très content et je l'encourage de suivre ce chemin noble, correct pour notre pays. Au cours de la cérémonie, plusieurs témoignages sur son sens élevé de patriotisme ont été faits. La marraine de la cérémonie a exhorté la population malienne à emboîter le pas aux récipiendaires. Donc c'est avec fierté que je suis là pour pouvoir remettre ça. Et qui dit patriotisme dit le Mali. Aujourd'hui, le Mali a tellement besoin de patriotisme pour pouvoir aller au-delà de certaines situations que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes patriotes, nous pouvons nous entendre sur tout pour que le Mali soit indivisible, pour qu'il y ait la sécurité et pour qu'il y ait la paix. Et la période que nous vivons aujourd'hui, ce prix est tellement important pour montrer à la plupart des Maliens qu'il y a des gens au Mali qui sont là, qui sont dans l'ombre, que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas forcément, et qui sont là aujourd'hui et qui aiment le Mali et qui aiment les Maliens et qui font tout pour que le Mali aille de l'avant. Je dois dire que je suis très impressionnée par cette association qui existe depuis
2006. Donc 14 ans qu'ils sont là à regarder dans tout le Mali les gens qui méritent d'être des patriotes pour motiver les autres comme nous, parce que moi j'ai pas eu ce prix. Donc j'espère un jour que je serai également un très bon patriote, travailleur, dévoué pour ma patrie et que j'aurai cette reconnaissance-là. Monsieur Baba Sanou a remercié et encouragé les initiateurs avant d'ajouter que cette marque de considération envers sa modeste personne l'oblige à redoubler d'efforts. Vraiment, ça a été pour moi une surprise, un sentiment joyeux. J'ai été très ému pour voir tout ce que ces gens-là ont analysé et me proposé ce soir. Ensuite, mes collègues qui travaillent avec moi, mes parents et mes amis qui m'accompagnent, je crois que vraiment j'ai été très ému, j'étais très content. Et ce que je veux dire aux uns aux autres, je crois que ces décorations sur lauréat, c'est une façon de nous dire de faire beaucoup attention et d'augmenter d'ardeur, ensuite de servir de modèle pour les autres. Moi je crois que nous sommes dans nos quartiers et nous allons tout faire pour éduquer les enfants. Et il serait mieux aussi que les enfants aussi essaient de voir comment se comportent certains leaders. Comme ça, ils peuvent bien apprendre avec nous. S'ils nous approchent, on peut beaucoup les renseigner et les conseiller de certains comportements à éviter pour être un bon citoyen. Notons que la soirée a été agrémentée par de belles notes musicales. Félicitations aux récipiendaires. Nous continuons avec ce journal. Les regroupements de masse lors des événements sociopolitiques ne sont-ils pas un facteur propice pour de propagation de la pandémie de Covid-19? Les Maliens seraient-ils en train d'ignorer la contagiosité de la maladie? C'est ce que Samira Sanou tente de nous expliquer dans ce reportage. Regardons. La maladie à coronavirus est une réalité. Elle est entre nos murs depuis un certain temps, comme le monde entier. Avec ses nombreuses conséquences, la pandémie de Covid-19 plane sur le Mali. La distanciation sociale, l'interdiction des regroupements de masse sont entre autres des mesures préventives édictées par les plus hautes autorités du pays et cela dans le souci de réduire la propagation de la pandémie. En plein mouvement festif, les Maliens seraient-ils en train d'ignorer la contagiosité de la maladie à coronavirus? Les mesures édictées par le gouvernement, par l'État, afin de réduire au maximum, n'est-ce pas, la pandémie du Covid-19, devraient être suivies par des mesures rigoureuses. Mais malheureusement, nous avons vu un État qui a été très faible dans l'application, n'est-ce pas, des mesures édictées par la communauté internationale. Très faible parce qu'elle n'est pas allée, à mon avis, au bout, n'est-ce pas, de sa décision. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut interdire les regroupements de 50 personnes alors même que les marchés sont ouverts, alors même que dans les transports en commun, les gens se côtoient, alors même que dans les cérémonies, vous-même, on vous voit ensemble, n'est-ce pas, en train de vous saluer et en train de ne pas respecter la distanciation sociale. Donc alors, le peuple regarde cela et se dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mosquées n'ont pas été fermées. Tout ceci font qu'il est difficile pour les populations de comprendre, de dire qu'il faut respecter la distanciation sociale. La ruée des gamins vers les lieux de loisirs est l'un des constats de la célébration de cette fête. Quelle explication à retenir de cette pratique? Si l'État était incapable de respecter ces mesures, mais les enfants, des enfants, ils sont insouciants de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Donc, si les adultes eux-mêmes n'ont pas respecté, mais on ne peut pas demander aux enfants de respecter ces mesures, mon cher ami. Et donc, je pense que les enfants, eux, ne font que emboîter le pas, n'est-ce pas, aux adultes, parce que nous qui sommes des adultes, nous n'avons pas été respectueux, n'est-ce pas, de nos engagements.
Même si l'on est conscient de l'existence réelle de ce mal du siècle qui continue de coûter cher à l'humanité, d'autres pensent que l'attitude des citoyens lambda en cette période de crise sanitaire est le reflet de la réalité sociale, même si les avis semblent être divergents sur ce point. Je suis un scientifique, je sais que cette maladie existe et je sais que c'est les mesures de distanciation sociale, les barrières sanitaires qui peuvent casser, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la propagation de ce virus, je le sais. Et je sais aussi que ailleurs, le Mali n'est pas plus social que les pays qui nous limitent comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, qui ont quand même eu à prendre des mesures rigoureuses de distanciation sociale, qui même au niveau dans les mosquées, on a vu au Sénégal comment ça se passe, en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Je pense que ce n'est pas, moi je résume cela à la faiblesse, n'est-ce pas, de l'État, de ne pas pouvoir appliquer des mesures et c'est un faux fuyant. Éviter de se serrer les mains, l'interdiction des regroupements de masse, le respect de la distanciation sociale demeure encore le seul remède contre cette pandémie de nos jours. Voilà, et respecter toujours les gestes barrières. La Covid-19 est toujours parmi nous. L'actualité dominicale rime avec celle de la crise sanitaire. La conjonctivité, et que sait-on? C'est tout simplement une inflammation douloureuse de la conjonctive membrane qui recouvre la face interne des paupières et des globes oculaires. Zoom sur ces symptômes, traitements et les bons gestes à connaître pour éviter la contagion. C'est ce que nous allons essayer de savoir avec notre chroniqueuse maison, Tata Touré. La conjonctivite est une inflammation de la membrane transparente qui tapisse la face interne des paupières et dont la principale fonction est de produire une substance lubrifiante qui prévient le dessèchement de l'œil. Il existe divers types de conjonctivite, à savoir la conjonctivite virale, la conjonctivite bactérienne, la conjonctivite irritative et la conjonctivite allergique. La conjonctivite bactérienne, allergique, virale, etc. entre autres. Et nous conseillons à ce que vraiment en cas de problème, n'hésitez pas de vous rendre dans le centre de santé spécialisé, les unités ophtalmo, pour bien diagnostiquer le mal dont vous vous plaignez. Voilà. Peut être difficile de départager les types de conjonctivite sur la base des signes ou des symptômes. Cependant, certaines observations sont plus parlantes que d'autres. Quand on prend la conjonctivite bactérienne se manifeste par des sécrétions, par des rougeurs oculaires et larmoiement, dont la prise en charge c'est l'antibiothérapie. On peut donner un antiseptique pour désinfecter l'œil. S'il y a une situation inflammatoire, on donne un anti-inflammatoire plus un antibiotique, soit en collyre ou en pommade. Maintenant, s'il s'agit de la conjonctivite allergique, là on part directement avec l'antihistaminique. Pour éviter la conjonctivite, chaque citoyen doit œuvrer au quotidien pour un cadre hygiénique tout en faisant de la salubrité son compagnon fidèle. Et je demande à ce que, au moins, de se rendre dans les unités ophtalmo spécialisées, genre, je prends l'exemple sur Lyotard, ils peuvent se rendre à Lyotard, la consultation est tellement bien là-bas, il y a des matériels adaptés, il y a des personnes qui sont très bien qualifiées, qui sont vraiment bien en soins oculaires. En dehors de ça, il y a également les cliniques, les cabinets, ainsi de suite. Les complications, c'est surtout la cécité, l'endophthalmie. Donc les conséquences, c'est surtout, voilà, la personne se plaint toujours de ça peut entraîner des kératites. Il y a tellement kératites, les complications peuvent entraîner des kératites, des uvéites, des endophthalmies, la cécité, etc., etc. La prévention, c'est très simple, c'est l'hygiène, comment on l'appelle, c'est l'hygiène corporelle, l'hygiène de main. Il faut être propre. Il ne faut pas gratter les yeux avec les mains sales. Il faut se laver régulièrement de façon bien. Il faut éviter la poussière. Il faut éviter également la fumée, le vent et tout ce qui peut entraîner une allergie. Voilà. Maintenant, partons pour savoir ce qui fait la une au niveau de l'actualité internationale. C'est en plus bref et en image, une compilation de Moussa Fomba.
Alors qu'il était resté discret depuis la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le numéro 2 du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko s'est exprimé samedi au siège du parti à Abidjan lors d'une réunion des cadres et élus du district de Woroba au nord-ouest. Au nom de ses élus et des militants RHDP de la région, il a demandé avec insistance à Alassane Ouattara de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin de maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. La veille déjà, le ministre de la Défense, poids lourd du gouvernement, avait mis en garde sur Twitter contre les fake news et fausses pétitions en réponse à ceux qui souhaiteraient le voir porter les couleurs du RHDP pour la présidentielle à la place d'Alassane Ouattara. Le bureau politique du RHDP s'est réuni mercredi prochain en présence de celui qui se fait appeler affectueusement Prado, entendez par là président Alassane Ouattara. L'Union pour le progrès et le changement UPC vient de désigner au Burkina Faso son candidat pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Sans surprise, le président du parti, Zéphirin Diabré, a été adoubé. Il devrait affronter Roch Marc Christian Kaboré qui, selon lui, conduit le Burkina Faso dans une situation chaotique. Zéphirin Diabré dit être l'homme du vrai changement. Ce congrès extraordinaire d'investiture s'est effectivement transformé en véritable tribune de critique de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré. Les femmes, les jeunes et les partis alliés ont tous qualifié d'échec le bilan du parti au pouvoir. Pour la conquête du pouvoir, les militants ont désigné et remis le bâton du commandement à Zéphirin Diabré, le président du parti. En reconnaissant la lourdeur de la tâche, le candidat investi fait le serment de conduire le bateau de l'UPC à bon port. En Tunisie, le président de la République a chargé l'actuel ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, de former un gouvernement dans la foulée de la démission le 15 juillet dernier d'Eliès Fakfak sur fond d'une affaire de conflit d'intérêts et de querelles politiques avec le premier parti à l'Assemblée, Ennahda. Un choix de Kais Saied pour montrer aussi sa réticence à composer avec certains partis politiques comme le parti Ennahda, qui a fait pression avec une coalition pour que l'ancien chef du gouvernement, Eliès Fakfak, démissionne après moins de 5 mois au pouvoir. Un camouflet aussi infligé au Parlement dont les querelles politiques ne cessent de faire l'actualité tunisienne. Avec son choix d'Hichem Mechichi, le président met le Parlement une nouvelle fois devant ses responsabilités, c'est-à-dire donner la confiance à ce futur chef du gouvernement à l'écart des clivages politiques et à son portefeuille ministériel qu'il devra composer dans un délai d'1 mois ou bien risquer une dissolution du Parlement et l'organisation d'élections anticipées comme l'autorise la Constitution. En Centrafrique, le 25 juillet, le Kwanakwa, parti d'opposition, a officiellement investi sans surprise François Bozizé pour la présidentielle de décembre 2020. Plusieurs questions se posent cependant sur sa candidature. Il y a d'abord les sanctions de l'ONU qui pèsent sur François Bozizé. Il a été inscrit sur cette liste le 9 mai 2014 car considéré comme un des individus s'étant livré ou ayant apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine. Parmi les sanctions, on compte l'interdiction de voyager de l'ancien président, ce qui ne l'a cependant pas empêché de rentrer à Bangui depuis l'Ouganda en décembre dernier. D'autre part, François Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités centrafricaines en 2013. Une enquête judiciaire avait été ouverte sur les violations des droits de l'homme qui auraient été commises durant son mandat. Pyongyang a annoncé dimanche 26 juillet son premier cas suspecté de Covid-19 dans le territoire détecté dans la ville de Kaesong qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale. La Corée du Nord se disait intouchée malgré les 1400 km frontières poreuses avec la Chine. Il s'agirait d'une personne qui est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud, a annoncé l'agence officielle KCNA. L'agence présente la personne suspectée de porter le virus comme un fugitif qui s'est rendu dans le sud il y a 3 ans et a été retrouvé dans la ville de Kaesong à la frontière avec la Corée du Sud. Cette personne aurait ainsi réussi à franchir la frontière lourdement fortifiée qui sépare les deux pays. Toutefois, en Corée du Sud, il n'y a pas eu d'informations sur une quelconque tentative de passage frauduleux de cette frontière. Celle-ci est marquée entre autres par des zones minées et est l'une des frontières les plus surveillées militairement du monde. Bien, c'est ainsi que s'achève votre journal dominical. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie et à la réalisation.
et ainsi que tout le personnel de la rédaction. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous retrouverez Mamadou Ben Cherif Soumano pour le journal en langue nationale Bamanankan. D'ici là, portez-vous très bien. Très bonne suite de programme sur Cherif La TV.